Bonjour et bienvenue sur TV Land de votre télévision locale. Notre édition de ce lundi 7 septembre débutera par un tour au Forum des associations de Narros. Puis nous nous rendrons à Saint-Vincent-de-Tyrosse pour une réunion de campagne avec Bernard Laporte, candidat à l'élection de la présidence de la Fédération française de rugby. Nous continuerons par de la musique et plus particulièrement l'ensemble vocal Scherzando avant de vous dévoiler le programme de Toros Salsa. Le métier du jour qui clôturera notre journal sera celui d'opérateur de production. Connaître toutes les associations de sa commune n'est pas chose facile, surtout pour les nouveaux arrivants. C'est pourquoi la ville de Narros organisait pour la deuxième année son forum des associations. Ce fut également l'occasion pour la ville de récompenser ses citoyens primés en présence d'un célèbre Narrossais que je vous laisse découvrir. Caritative, culturelle ou sportive, pour cette deuxième édition des forums des associations, toutes les associations de Narros étaient présentes. On a ici l'année dernière, on partait à l'aventure parce qu'on n'avait aucune référence. Cette année, avec les associations, je leur ai demandé si on poursuivait l'aventure. Ils m'ont dit oui, il n'y a pas de problème. Donc on fait la deuxième édition cette année, avec des petites améliorations par rapport à l'année précédente. Alors aujourd'hui, nous comptons 26 associations. Le but, c'était d'abord que les associations se connaissent entre elles. Parce que des présidents ne se connaissaient pas, les associations, qu'est-ce que vous faites? Donc le but au départ c'était ça, c'était d'abord de rassembler toutes les associations de Narros pour qu'ils puissent se rencontrer, échanger, mais aussi pour les Narrossais, leur faire connaître toutes nos associations et adhérer avec elles. Donc effectivement, beaucoup d'associations, grâce au premier forum, ont eu beaucoup d'adhésions. Il y en a qui ont presque doublé, voire triplé leur effectif, donc c'est tout à fait positif. Et effectivement, avec le temps et tout, donc ça nous a permis d'avoir une excellente journée. Et cette année, on espère aussi de faire aussi bien, au moins que l'année dernière. Une journée ensoleillée et musicale grâce au groupe Mixage, récemment installé à Narros, qui a animé le pot du midi avant la remise des médailles aux sportifs de la ville. Au premier forum, on a décidé d'honorer nos sportifs, notamment les jeunes, et d'honorer tous les palmarès de petits Narrossais qui ont été primés lors de leurs compétitions respectives. On va honorer aussi 4 anciens présidents qui ont donné de leur temps, leur dévouement à leur association. Et 2 associations qui se sont particulièrement comportées suite à la labellisation de leur club, notamment l'école de rugby de Narros et la gymnastique volontaire de Narros. Et on a peaufiné encore l'opération, puisqu'on va honorer un grand champion narrossais, qui est ancien coureur cycliste sur route, qui a été champion du monde, qui a été champion de France. C'est monsieur, bien sûr, André Darrigade. Je suis très heureux parce que je suis natif de Narros, que j'ai quitté bien sûr il y a longtemps. Mais enfin, j'ai eu l'occasion d'y passer avec le maillot jaune du Tour de France dans une étape qui faisait Dax-Pau, je crois. Et j'ai été reçu ici en tant que champion de France en 1955 et puis en 1959 quand j'étais champion du monde j'ai été reçu à la mairie de Narros et je garde toujours un très 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 bon souvenir de Narros, le village où je suis né, quoi. Cyclisme, badminton ou gymnastique, être un champion, c'est à tout âge. Une médaille, parce que je suis championne des Landes de gymnastique. Avec des copines. Tout âge, mais aussi toute discipline. Alors j'ai fait les Olympiades des métiers, c'est-à-dire que c'est un concours qui s'étend jusqu'à l'international, qui représente 45 métiers artisanaux et manuels. J'ai concouru pour le métier de soins esthétiques. Et donc j'ai débuté par les sélections départementales puis régionales, donc j'ai eu la médaille d'or. Ensuite j'ai fait les sélections nationales, donc j'ai eu la médaille d'or également, donc j'ai le titre de championne de France en soins esthétiques. Et j'ai concouru en août, il y a à peine 15 jours, au championnat du monde qui se déroulait à Sao Paulo. Et j'ai eu la médaille d'excellence. C'était une aventure exceptionnelle, c'était vraiment quelque chose, un monde à part. Là, j'avoue, ça fait du bien de prendre un petit peu de vacances, mais non, c'était une belle aventure. Qu'on soit champion des Landes, de France ou du monde, recevoir la médaille de la ville, c'est aussi une fierté. Exactement, c'est une petite reconnaissance de notre village narrossais, donc on va la mettre à côté des autres médailles. Champion de France de rugby en tant que joueur, entraîneur de l'équipe de France, secrétaire d'État au sport, manager de l'équipe du top 14 de Toulon, Bernard Laporte est une pointure dans le domaine sportif. Son nouveau défi, devenir président de la Fédération française de rugby. Quelles sont ses motivations?
Il les a présentés aux dirigeants des clubs du comité Côte Basque-Land lors de son passage au club de Saint-Vincent-de-Tyrosse mercredi dernier. Au lendemain de son lancement officiel dans la campagne pour la présidence de la Fédération française de rugby, Bernard Laporte, accompagné de quelques-uns de ses soutiens, dont le président du comité des Alpes, Christian Dulin, et Serge Simon, ancien joueur professionnel et ancien président du syndicat des joueurs professionnels, était à Tyrosse où, face à une centaine de personnes, l'ancien sélectionneur de l'équipe de France a exposé sa volonté d'insuffler plus de démocratie et de rendre la fédération au club. C'est ce qui n'existe plus, c'est ce qui devrait exister. C'est que des décisions, elles devraient être prises, ou tout au moins une consultation devrait être mise en place au niveau des gens qui sont le rugby. Quand je dis la fédération, ce sont eux, les présidents de club, bien sûr, ce sont eux. C'est eux qui vivent au quotidien avec leurs bénévoles, leurs éducateurs, leurs dirigeants, tous les jours. Et pourquoi on imposerait des décisions qui viendraient de Paris? Non, c'est le contraire. Je veux inverser le sens. Je veux qu'il y ait la consultation, je veux plus d'autonomie au niveau des territoires, ça c'est une certitude. Et encore une fois, beaucoup plus d'écoute de la part des présidents de club qui, vous le voyez bien comme moi, se sentent impuissants, se sentent surtout pas considérés. À travers leurs interrogations et leurs questionnements, les présidents de clubs, les bénévoles et les éducateurs ont exprimé leur mécontentement vis-à-vis de la FFR, un mécontentement entendu par l'équipe de Bernard Laporte. On était parti avec des idées un petit peu toutes faites, et voilà, on va faire ça, ça, ça. Puis en fait, quand on écoute les clubs, la première chose qu'il faut mettre en place, c'est une réforme de la gouvernance. Aujourd'hui, tous les clubs ont le même sentiment, il y a un pouvoir central qui décide non pas en leur nom, mais à leur place. Et de manière complètement insensée. C'est une aubaine pour nous. Donc la première chose qu'on dit, c'est qu'on va redonner le pouvoir au club. Une fédération, ce sont les clubs. Ce n'est pas un organe externe au club. Une fédération, dans tous les sports, ça a été créé pour organiser la vie des clubs. Il faut rendre le pouvoir au club. Voilà la réforme. Alors ça passe par redynamiser les territoires, on va rentrer dans la technique et la cuisine fédérale, mais c'est redonner le pouvoir au club. Toutes les décisions qui concernent les clubs doivent être prises par les clubs ou en leur nom et pas à leur place. Voilà l'axe principal. Et on va expliquer ça à travers une campagne qui illustre ça, c'est qu'on va aller voir les 1885 clubs. Qui sont les 1885 électeurs? Que ceux qui pensent que le pouvoir de la fédération appartient à quelques personnes relisent les statuts. C'est les 1885 présidents de clubs amateurs qui décideront. Voilà. Et personne d'autre à leur place. 1885 clubs, un rugby, c'est aussi réconcilier rugby amateur et rugby pro. Comment peut-on opposer le rugby professionnel au rugby amateur? L'un a besoin de l'autre et l'autre a besoin de l'un. C'est tellement évident. Mais moi, je ne vais pas critiquer les gens du monde professionnel. C'est trop facile. Ce qu'ils ont fait est considérable, j'y suis. Je le vis. C'est merveilleux que Carter ait envie de venir jouer en France et qu'il n'ait pas envie d'aller jouer en Angleterre. Pour la France, c'est merveilleux. Et moi, j'ai besoin de leur savoir-faire. Ce sont des gens qui sont chefs d'entreprise, qui ont réussi. Et je vais leur dire, venez avec moi, j'ai besoin de vous. Aidez-moi à développer le rugby amateur. Comment peut-on trouver d'autres ressources? Ils ne sont pas contre le rugby amateur. Parce que des fois, on les prend pour des vilains petits canards en disant mais eux, ils s'en foutent du rugby amateur. Pas du tout. Quand je discute avec certains présidents, je vous garantis qu'ils ne se foutent pas du tout du monde amateur. Mais bien sûr, ils sont dans leur monde à eux, qui est le monde professionnel. On ne va pas quand même les critiquer pour cela. Bernard Laporte est pour l'heure le seul candidat déclaré pour la présidence de la FFR, mais la campagne est bien lancée avec des élections fixées en décembre 2016. Mercredi 2 septembre, l'ensemble vocal Scherzando se produisait à l'église de Moulietz. Sa particularité, chanter des œuvres sacrées basques ou slaves ou encore des chants juifs séfarades, pour le plus grand bonheur de son public. Nous avons rencontré son chef de chœur, Anita Messerschmidt. Chanteuse depuis plus de 50 ans, cette chef de chœur dirige aujourd'hui l'ensemble vocal Scherzando depuis sa création en 2006. Alors, je crois que je peux dire que je fais de la musique depuis 50 ans. En tant que chanteuse d'abord, j'ai fait ma formation vocale à Copenhague, au Danemark. Et après, au retour au pays, puisque je suis landaise, j'ai dirigé d'abord un chœur de retraités. Après, j'ai dirigé le chœur de l'Adour pendant 13 ans. La Schola Cantorum à la cathédrale de Dax pendant 12 ans. Et là maintenant, l'ensemble vocal Scherzando, qui est composé de 18 chanteurs et qui fêtera ses 10 ans l'année prochaine. C'est-à-dire j'avais dirigé de grands chœurs, bien sûr. Le chœur de l'Adour, il y avait environ, à l'époque, il y avait une cinquantaine de chanteurs. Et j'avais envie de faire quelque chose de plus restreint avec des voix un peu plus travaillées. À
Animé par la même flamme, l'ensemble vocal Scherzando est un joli mélange de bonne humeur, abordant un répertoire varié et atypique à la fois. Dans les églises, l'acoustique est la meilleure et notre répertoire est plutôt, comment dit-on, sacré. Même si là, cette année, on a fait un petit bond en prenant, comment dit-on, des chants séfarades, c'est-à-dire de la musique juive des juifs séfarades qui vivaient en Espagne, dans le sud de l'Espagne, au XVe siècle. Alors j'ai écouté ça et j'ai trouvé ça très beau. Et en plus, c'est accompagné à l'accordéon et à la flûte. J'ai vécu 25 ans dans les pays scandinaves, donc je trouve que c'est dommage qu'on ne connaisse pas mieux la musique scandinave. Donc on a des œuvres scandinaves. J'ai un fils qui est compositeur à Copenhague et il a créé 2 œuvres pour nous. Il y en a une qu'on a chantée l'année dernière pour la première fois et bon, qu'on redonne ce soir. Et après l'entracte, on a une partie slave avec des compositeurs hongrois de musique sacrée. On a 2 chants basques et à la fin, donc, on a ces chants séfarades. Bon, c'est vrai, ce sont des œuvres qu'on n'entend pas dans d'autres chorales. C'est pour ça qu'on s'appelle ensemble. Bien sûr, on ne chante pas la musique slave avec la même voix que l'on chante la musique scandinave. La musique scandinave, c'est tout en douceur, en nuance et tout ça. La musique slave, ça demande plus de force. Mais ce sont toutes plus ou moins des œuvres, à part Mozart, des œuvres contemporaines. Donc de la musique de notre temps. Après le salut final, un morceau surprise a été entonné pour l'anniversaire de leur chef de chœur bien-aimé, dont l'âge pourrait bien vous surprendre. L'été s'achève en douceur et Dax s'apprête à vivre un dernier week-end caliente avec le festival Toro y Salsa. 3 jours de spectacles taurins et de concerts gratuits. Voici un résumé de ce qui vous attend pour cette 21e édition. L'ambiance estivale se prolonge dans la cité thermale avec l'événement festif de la rentrée et une formule inchangée, taureau, salsa et casetas, mais avec cette année une programmation musicale un peu différente. On a voulu par cette programmation cette année élargir le panel un petit peu des rythmes qui font partie de la salsa. La salsa, c'est la sauce, donc c'est fait d'énormément d'ingrédients, de rythmes et de genres différents. Et on a voulu effectivement cette année prendre vraiment les chemins de traverse et présenter notamment à travers 2 groupes français en plus, qui sont résidents à Paris, de nous montrer un petit peu ce qu'on appelle le bougalou. Alors le bougalou, c'est ce pont musical entre la musique latine et la musique noire américaine, c'est-à-dire entre la salsa, le funk, le groove, le latino rock, Santana par exemple. Et ça m'a paru très intéressant de montrer un petit peu cet aspect de la salsa parce que ça montre déjà l'ouverture des musiciens à d'autres rythmes. Ça montre qu'ils ont une culture musicale quand même très ouverte. Et je trouve que ça enrichit aussi la salsa. Donc à travers un petit peu ce mélange des genres, ça amène les gens vers d'autres horizons. Alors au risque évidemment d'interpeller un petit peu les puristes, mais par contre ça attire aussi des gens qui ne sont pas forcément habitués à la salsa et qui justement par ces sonorités un petit peu plus habituelles pour eux, va peut-être les attirer et puis voilà, participer à la fête. Donc c'est ça, Toro y Salsa, c'est le mélange des genres et le mélange des gens. Chacun devrait donc trouver son bonheur parmi les 7 concerts gratuits, de même pour les aficionados, avec 2 corridas, une novillada, la finale des cocardes, et la nuit du taureau, dédiée à la course hollandaise, qui revient pour une 5e édition sur le thème du toréo bohème. Toute cette édition sera en fait basée sur tous les gens un petit peu qui sont comme nous, les peintres, les artistes, les danseurs, les dresseurs, tous ces gens-là, les artistes de rue, les artistes de proximité qui vivent, ils ont un talent, ils vivent de leur talent, mais en même temps ce ne sont pas des professionnels, ils ne savent pas de quoi est fait le lendemain. Donc ça va être une nuit du taureau très artistique cette année avec des personnes qui vont être mises en valeur et qui vont surtout mettre en valeur notre art taurin,
contemporain, puisque toutes les œuvres qui seront faites sur ces artistes auront un rapport avec notre tauromachie qui est la course andaise. Donc pour pas tout dévoiler, mais les gens vont être surpris parce que tout le Ruedo va être recouvert d'une œuvre artistique d'un artiste qui s'appelle David Vadmonte qui a fait une œuvre sur le toreo romantique. C'est ce que lui a inspiré notre tauromachie. Déjà ça va porter une grosse touche artistique et différente à l'événement. Donc il y aura plein d'autres choses derrière, mais après on reste surtout sur la force taurine, même si on agrémente le passéo d'ouverture et de fermeture d'un thème pour donner une histoire à notre événement. Ce qui reste la force et la partie majeure, c'est la partie taurine. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de bonne partie taurine si le choix des taureaux n'est pas bon. Donc cette année, c'est vrai qu'on a fait un choix très sélectif sur les taureaux. On commence à avoir une dizaine d'années d'expérience là-dessus. Et on a été chercher vraiment du bétail de très très belles présentations et dans des élevages qui vraiment collent et répondent aux attentes de notre tauromachie, de ce qu'attendent les écarteurs. La Nuit du Taureau retrouve donc la soirée du vendredi de Tauros y Salsa, juste après la nouveauté de cette 21e édition, l'ouverture dédiée aux danseurs et animée par un DJ, Sauce Latina évidemment. Si la chimie vous passionne, pourquoi ne pas, comme Lucie, devenir opérateur de production? Regardez en quoi consistera votre travail. Lucie a 27 ans. Elle aime le yoga, la natation et son métier. Lucie est opérateur de production. Depuis la salle de contrôle, je supervise la fabrication de produits chimiques qui entrera par la suite dans la composition du plastique. Donc mon rôle, c'est de paramétrer et de surveiller les machines afin que tout soit optimisé. Lucie maîtrise la conduite des installations, mais elle sait aussi analyser et interpréter les résultats du laboratoire. Si le projet n'est pas conforme, je dois impérativement réagir. J'ai découvert la chimie pendant les journées portes ouvertes d'un lycée. Mais c'est génial! On est en effet derrière des écrans, mais ça reste de la chimie. La sécurité est au cœur de notre métier et il faut rester très concentré sur ce que l'on fait. Lucie a obtenu son brevet d'opérateur de production en alternance. 1800 postes sont à pourvoir chaque année dans le secteur de la chimie pour un salaire moyen de 2 000 € par mois en 3/8 et des offres sont disponibles sur beautravail.org. On recommence? C'était Beau Travail avec le MEDEF. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous retrouve mercredi pour un prochain journal de TV Land, votre télévision locale. Je vous souhaite en attendant de passer une excellente journée.